Ils étaient en jogging, sauf qu'à la place d'avoir dans leur sac de sport, je ne sais pas, des lancers de poids ou de disques, etc., ils avaient des mitraillettes. Les sportifs se sont refermés au fil des ans. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des consultants, qui ont souvent du bagou, mais qui ont pour point commun de ne pas préparer grand-chose et d'arriver comme ça, les mains dans les poches, souvent avec des fiches déjà préparées par des journalistes. Alors, j'ai découvert... ça me fait extrêmement plaisir. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 1924, dont nous allons évidemment célébrer le centenaire, eh bien là, dans 1 an et quelques mois. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ce stade de Colombes où il reste encore une tribune aujourd'hui, une tribune historique. Et moi qui suis très amateur de nostalgie, etc., c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre notamment cette photo. Mes premiers vrais souvenirs de Jeux Olympiques, c'est quand j'avais 14 ans. Jeux Olympiques d'hiver, Grenoble, 1960, février 68, et Jeux Olympiques de Mexico, octobre 1968. Ça, ce sont mes premiers vrais souvenirs de Jeux Olympiques. Alors après, évidemment, je me suis intéressé à l'histoire des JO, mais voilà, ça sont mes premiers vrais souvenirs de JO. Ouais, alors ça, effectivement, ça, je m'en souviens. Septembre 72, j'ai même pas besoin de regarder là. Oui, 6 septembre 72. Ça a été... ça a vraiment été l'un des plus grands drames de l'histoire du sport. Tout a changé à partir de ce jour-là. Il se trouve que l'été dernier, nous étions à Munich pour les championnats d'Europe d'athlétisme, dans le même stade, et qu'il y a tout un endroit qui commémore cette tragédie. Et d'ailleurs, c'est depuis ce jour-là que maintenant toutes les mesures de sécurité ont été prises. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en Munich 72, nous étions près 25 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands voulaient tout ouvrir, que ce soit les jeux de la fête, de l'accueil, etc. Et c'est pour ça que ce commando terroriste s'est introduit dans le village olympique comme vous et moi. Le village olympique, on pouvait s'y introduire comme ça. On a du mal à imaginer aujourd'hui que sans aucun espèce de contrôle, sans rien. Et ça a été, ils étaient en jogging, sauf qu'à la place d'avoir dans leur sac de sport, je ne sais pas, des lancers de poids ou de disques, etc., ils avaient des mitraillettes. Et bon, vous connaissez l'issue, puisque malheureusement, ce journal-là date entre les deux, n'est-ce pas, entre le moment de la prise d'otage et le moment où malheureusement 13 athlètes et un policier de mémoire ont été tués en fait. Alors ça, c'est donc Linford Christie, effectivement, en Grande-Bretagne, Jeux Olympiques de Barcelone 92, qu'il remporte effectivement. Alors il remporte le 100 mètres devant Carl Lewis de mémoire, ce qui n'est pas n'importe quel exploit. Et puis là, ici, ici, j'ai même pas la peine, ça je connais par cœur. Ça, c'est les championnats du monde de Tokyo 91, où Mike Powell, USA, bat le très vieux record du monde de Bob Beamon, USA. Il franchit 8,95 m en longueur et Beamon, c'était 8,90 m. Voilà, c'est Linford Christie que j'ai accompagné, si je puis dire, dans sa première victoire olympique sur 100 mètres, qui est la course la plus prestigieuse. Oui, c'était mes premiers JO, donc forcément, j'en garde un souvenir très ému, parce que je pense que c'est peut-être comme une première femme ou quelque chose. On s'en souvient toute sa vie, comme un premier amour. On s'en souvient toute sa vie, et moi je m'en souviens, mais très précisément. D'ailleurs, je me souviens peut-être plus de Barcelone 92 que de Tokyo 2021, puisque comme vous le savez, ça devait être en 20 et c'est en 21 sans public, etc. Je m'en souviens beaucoup plus même. Journaliste sportif. Aujourd'hui, et ça c'est un réel danger pour la profession, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des consultants, donc footballeurs, rugbymen, tennismen, ex-champions, pas toujours grands champions, voilà, qui ont souvent du bagou, mais qui ont pour point commun de ne pas préparer grand-chose et d'arriver comme ça, les mains dans les poches, souvent avec des fiches déjà préparées par des journalistes. Ça j'en ai été le témoin. Oui, je peux vous dire. Donc si vous voulez, les journalistes sont devenus un petit peu les porteurs d'eau ou les chaouches des consultants. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Je pense, je sais pas pour ma paroisse que je dis ça, mais je pense que ça pose un réel problème de danger pour la profession. Il n'y a pas d'autre
secteur de journalisme où il y a tellement de consultants à ma connaissance. Toute la communication des athlètes maintenant ne passe plus par les médias traditionnels, elle passe par des médias qui se sont appropriés. Chaque athlète a son Facebook, son Insta, etc. Son TikTok, que sais-je. Donc aujourd'hui, pour accéder à un athlète et le faire s'exprimer devant le plus grand nombre, c'est de plus en plus difficile. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile parce que, je ne sais pas, les sportifs se sont refermés au fil des ans. Ils se sont vraiment refermés. Ils ont peur de réactions, ils ont peur de réactions des internautes qui, comme vous le savez, ne sont pas toujours très charitables. Et donc, par conséquent, chaque mot est pesé, chaque mot est analysé avant de sortir. On dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois devant sa bouche. Avant de parler, j'ai l'impression que les sportifs, c'est plutôt 14 fois, quoi. C'est vraiment quelque chose que je regrette infiniment. Les souvenirs les plus forts que j'ai, c'est plus avec les perdants qu'avec les vainqueurs. Je vais vous donner un exemple. Laure Manodou, vous connaissez, l'ex-nageuse, au jeu de 2004 à Athènes, elle remporte le 400 mètres. Personne ne la connaissait. Première médaille d'or, c'est ça. Sur cette même course au jeu de Pékin 2008, elle termine dernière, pas 5e ou 6e, dernière. Elle arrive à l'interview, elle est en pleurs, en larmes, mais vraiment en chaud de larmes. Je dis, mon Dieu, ça va être compliqué, ça va être surtout que c'est une fille qui est très sensible, ça. Eh bien, au bout de 3 minutes, je ne sais pas, elle est ressortie avec un léger sourire. Un léger sourire. Là, je me suis dit que voilà, peut-être que j'avais bien fait mon travail. Vous avez la joue toute rouge, là, Pierre Ingrois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est... Ah, est-ce que vous y avez toujours cru? Vous y avez toujours cru? Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Cette séquence correspond exactement à tout ce que j'aime en matière de sport à la télévision. Une complicité totale, bon, je me dis que bon, Pierre-Ambroise Boss, hein, c'est de lui qu'il s'agit. Il va pas réagir comme ça avec quelqu'un qui connaît peu ou quelqu'un qui n'aime pas. Donc en fait, lui, il me fait une imitation, quoi. Et on en parle quand on se revoit. Alors, franchement, ce que j'aimerais, parce que bon, malheureusement, il a connu beaucoup de blessures, beaucoup de pépins, etc. S'il pouvait rejaillir, et notamment pour les JO, alors déjà au championnat du monde cet été à Budapest, et puis l'année prochaine pour les JO, je serais aussi heureux que lui. Il y a quelques années, nos confrères de la télévision allemande s'étaient mis en grève l'espace d'un week-end, je sais pas, de quelque revendication que ce soit. Et donc, c'est exactement ce que vous dites, les événements étaient diffusés, mais il n'y avait pas de commentaires. Et donc, les téléspectateurs appelaient parmi eux, c'est formidable, gardez-nous ça, sans commentaires, on vit le match. Je peux dire qu'ils ont repris le travail assez rapidement, avec les commentateurs, mes confrères allemands. J'en ai parlé avec eux. Donc voilà, non, je pense que indispensable, c'est peut-être un trop grand mot, mais je pense qu'un commentateur doit impérativement accompagner un événement, et je suis persuadé que si l'événement est bon, le commentateur sera bon. Et si l'événement est moyen, eh bien là, le commentateur devra être bon pour essayer de faire passer un événement moyen comme un événement acceptable. Ça, en revanche, c'est extrêmement positif. Oui, alors déjà, on diffuse beaucoup plus d'épreuves féminines, beaucoup plus, et aujourd'hui, on est arrivé à une quasi-parité. Quant au sport paralympique, eh bien, on le diffuse. Alors, nous, franchement, là, je suis d'autant plus à l'aise pour répondre, c'est que Paris 2024, nous nous apprêtons à diffuser l'intégralité, je dis bien l'intégralité des JO paralympiques. Sous cette forme, probablement. Maintenant, il se peut qu'on fasse appel à moi comme consultant, comme grand témoin, etc. Ma porte sera toujours ouverte. C'est un tel privilège que d'avoir commenté 15 Jeux Olympiques que c'est un privilège énorme. Donc voilà. Je ne fais pas trop de plans. Vous savez, sont souvent un, ce sont les événements qui décident, et deux, c'est le public qui décide. J'ai souvent coutume de dire qu'au fond, dans mon métier, surtout sur une chaîne de service public, le véritable patron, c'est le public. Et il manque un dernier truc. Alors, elle est tombée, mais à côté de vous, il y a une mallette. Là? Oui. Oui. Je vais vous laisser l'ouvrir pour Oui. découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Elle est un peu loin de vous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah, oui, non, c'est... Mais elle est fière. Ah oui, Vous d'accord. pouvez la mettre sur vos genoux ou sur le... Ouais. Alors... Ah, mon Dieu. Mais vous savez que c'est pratiquement la date de mon anniversaire. Voilà. Regardez la date. Ouais, c'était... Moi, je suis né 7 jours après sa mort. Sur Twitter, Nelson Montfort regrette la fin de Staline. Merci bien. beaucoup. Bravo, Merci là. beaucoup.